bienvenue dans mon programme Mindology. Je suis Ariane Calvo, psychologue spécialisée en autonomie émotionnelle. Bonjour à tous, bienvenue dans votre programme Mindology. Aujourd'hui, je retrouve Ariane Calvo, psychologue, pour parler de la santé mentale et surtout de comment maintenir une santé mentale saine au quotidien. Bonjour Ariane Calvo. Bonjour Léa. Alors, quelle serait votre petite boîte à outils de base, celle qui pourrait convenir un petit peu à tout le monde si on n'est pas très bon pour prendre soin de sa santé mentale, pour maintenir une santé mentale au beau fixe, comme on pourrait en fait avoir l'alimentation, le sport pour le corps, par exemple. Oui, en fait, on sait ce dont on a besoin, mais c'est important de se le rappeler de façon un petit peu simplifiée. On a tous besoin de mouvement. D'abord parce que le fait de rester statique, on l'a vu pendant le confinement par exemple, où nos mouvements étaient très restreints, alimente les ruminations, le sentiment d'impuissance et du coup est délétère pour notre santé mentale. Donc rien que le fait de marcher quotidiennement aide à recirculer les pensées et aussi notre énergie et nous permet d'avoir une meilleure santé mentale. L'alimentation aussi, c'est quelque chose d'assez important qu'on méconnaît beaucoup en France. Il y a des pays qui ont moins de recours en termes de thérapie psychique, mais qui par contre font très attention à leur alimentation, qui voient des effets vraiment sur la sérénité globale de l'environnement culturel. Et je pense qu'on serait assez intelligent de s'en inspirer. Mais effectivement, on sait par exemple que le sucre est un facteur de non-santé mentale assez grand. Pourtant, on en consomme beaucoup, énormément. Il y en a dans tous les aliments transformés. Et ça provoque un sentiment d'agitation qu'on a du mal à identifier. On croit tous que c'est de l'énergie. En fait, ça fatigue beaucoup. Et ça augmente, ça crée des pics de stress suivis de descentes assez proches des descentes de certaines drogues où on ne voit plus le sens de la vie avec vraiment des affects un peu dépressifs qui sont très délétères pour notre santé mentale. L'autre chose, c'est évidemment de prendre soin de soi. Donc, prendre soin de soi, ça ne veut pas forcément dire manger des tartes au citron ou faire du sport. Ça veut aussi vouloir dire se responsabiliser de notre vie, faire des choix, prendre des décisions, les transformer dans des choses concrètes, même si c'est par toutes petites étapes. En tout cas, se donner le sentiment d'avancer, se donner le sentiment de se réaliser soi aussi. C'est une sensation très importante pour la santé mentale et le bonheur en général, si on peut qualifier ce qu'est le bonheur. Et aussi pour le sentiment d'une avancée de vie. On est vraiment des êtres guidés par une forme d'élan vital qui avons besoin d'une progression pour se sentir exister et se sentir bien. Et tant qu'on ne met pas en place cette progression-là, on va avoir une sensation d'incapacité, impuissance qui favorise les ruminations et donc l'anxiété. Et puis la dernière chose, c'est de prendre soin des autres. C'est très bête, mais on l'a vraiment senti pendant la pandémie. Toutes les personnes qui avaient mis en place des choses pour aider, des élans de solidarité, parfois des toutes petites choses, mais parfois des très grandes, ont vécu la pandémie très différemment de ceux qui se sentaient complètement contraints et dans l'incapacité de s'aider eux-mêmes et encore moins les autres. Donc c'est vraiment une clé, une astuce à mettre en place au quotidien. Qu'est-ce que je fais pour prendre soin de moi ? Parfois, prendre soin de moi, ça peut être aussi faire un tableur Excel avec un vrai budget, prendre soin de mes finances, faire attention à ce que ma vie soit sécurisante. Et qu'est-ce que je fais pour prendre soin des autres ? Et alors là, la diversité des solutions est infinie. Enfin, vraiment, il suffit de penser un peu plus aux solutions et un peu moins aux obstacles pour pouvoir déployer de la créativité là-dedans. Ok, donc on a parlé de mouvement, d'alimentation, le travail sur soi, pour soi aussi. Oui. Voilà, donc dédier du temps pour soi, pour évoluer, pour Exactement. avancer dans la bonne direction. Et aussi de dédier du temps aux autres pour se sentir utile. Oui. Et moi, j'aimerais bien parler, donc dans les anti-astuces, il y aurait donc le sucre, on en a parlé. Oui. Moi, je ressens aussi un impact très négatif des réseaux sociaux sur ma santé mentale. Quand je me retrouve à scroller pendant longtemps, je culpabilise. Et en plus de ça, je me sens... j'ai un gros complexe de l'imposteur qui va arriver. J'ai aussi de la dévalorisation qui arrive à cause des réseaux sociaux. En psychologie contemporaine, on appelle ça des tensions comparatives. C'est vraiment une des choses qui produisent le plus d'anxiété au monde. C'est le sentiment que nous, on n'est pas à la hauteur de la vie en général, alors que tous les autres y parviennent.
Et alors, les réseaux sociaux, c'est évidemment la voie royale pour avoir ce Pour se comparer. sentiment-là en permanence. C'est-à-dire qu'on observe le meilleur du meilleur de la vie des gens, qui parfois n'est pas vraiment le meilleur, mais qui est monté ou organisé pour faire apparaître comme si c'était le meilleur. Et on croit que la vie des autres se résume à cette photo Instagram, tandis que la nôtre se résume à tout ce qu'il y a de catastrophique en nous, en oubliant tout ce qu'on sait réaliser, faire avancer, tous C'est les progrès qu'on un a biais fait. cognitif, en fait. Exactement. En fait, c'est un biais cognitif qu'on a, qui est renforcé par le biais cognitif favorisé par les réseaux sociaux. Donc, c'est assez délétère. D'ailleurs, dans les petites astuces du quotidien, cet exercice de psychologie positive qui a fait le tour du monde, qui est de réfléchir le soir à 3 choses qui ont illuminé notre journée, ou les variantes 3 choses qui nous ont donné plus envie de vivre aujourd'hui, D'accord. ou 3 choses dont je peux me féliciter, ce qui est un exercice intéressant aussi. Ça permet de casser une tendance cognitive que l'on a depuis Homo sapiens, qui est de focaliser sur les éléments négatifs de notre vie, parce que du négatif pourrait provenir le danger. Et comme du positif ne survie, provient en fait. pas le danger, exactement, ça ne met pas en péril notre survie, et donc on a tendance à l'ignorer. Ce qui veut dire que si on ne se force pas, si on ne s'oblige pas à aller observer ce qui est positif, on va l'ignorer. Et on aura l'impression que notre vie est une succession de choses compliquées et difficiles, ce qui évidemment nous apparaît encore plus le soir. C'est Donc, intéressant, les oui, gratitudes, en fait. exactement. Ce petit exercice-là, ça force la main un peu à notre cerveau à observer le monde de façon plus équilibrée. Parce qu'un autre biais cognitif, ce serait d'observer que ce qui est de positif et d'ignorer complètement ce qui est négatif. Mais comme ignorer ce qui est négatif est hautement improbable du fait que c'est un réflexe de survie, juste s'obliger à regarder ce qui est positif, ça permet déjà d'équilibrer le regard sur le monde et de voir les choses telles qu'elles sont, donc avec leur part d'ombre et leur part de lumière. Et est-ce que c'est comme un petit peu la méditation où on se retrouve dans un exercice mental qui devient un peu un réflexe et qui permet en fait de muscler son cerveau à voir plus le positif, par exemple? C'est exactement le principe. C'est-à-dire que le postulat, c'est que si on s'oblige à faire quelque chose quotidiennement, très vite, ça ne suppose plus aucun effort et très vite, ça devient un nouveau réflexe mental. Les personnes qui travaillent en psychologie cognitive sur la base des IRM cérébrales, elles voient même les circuits se modifier. C'est-à-dire qu'il y a des circuits réflexes qui sont quand j'ai une difficulté au travail, je pense que mon collègue essaye de me dégommer. Et en creusant un autre sillon, on peut arriver à, quand j'ai une difficulté au travail, je l'exprime et je cherche avec mon équipe à trouver une solution. Et ça s'entraîne et effectivement, ça peut devenir complètement une zone réflexe. Ça n'enlèvera pas nos mécanismes de défense totalement. C'est-à-dire qu'on construit dans l'enfance des zones vers lesquelles on penche à chaque fois qu'on se retrouve en difficulté. Mais la différence, c'est qu'on va se voir faire. On aura conscience de ces Exactement. zones-là et on pourra On va se revenir. dire, ah oui, alors là, je me sens en difficulté, je me sens particulièrement stressée, particulièrement fatiguée ou particulièrement dans une situation difficile et donc je suis en train de faire ce que je fais toujours d'habitude. J'interprète mal les regards de mes collègues, j'ai l'impression qu'on va m'abandonner, je me sens humiliée alors qu'il n'a pas voulu du tout dire ça. Et comme on se voit faire et qu'on a conscience, on peut entrer par une forme d'autodérision tranquille, sans se tyranniser, vers quelque chose de plus résolutif. D'accord. Ce qui est intéressant dans toutes ces petites phrases-là qu'on se dit, moi, ça me fait beaucoup penser encore une fois aux ruminations mentales qu'on a la nuit. Oui. Et les gratitudes, je trouve, en tout cas, moi, quand je le fais régulièrement, quand j'arrive à m'y tenir pendant longtemps, je trouve que ça aide aussi sur ces ruminations mentales-là. Exactement. Exactement pour la raison dont on parlait à l'instant. C'est-à-dire que les gratitudes, en nous défocalisant de la présence absolue et continuelle des difficultés dans notre vie, va aussi nous permettre de décrocher un peu des scénarios d'anticipation catastrophe. Puisque l'on prend conscience de ses ressources dans les gratitudes, on prend conscience des ressources qui nous entourent. On prend conscience aussi que parfois, des toutes petites choses peuvent égayer grandement notre journée et résoudre beaucoup de sentiments d'inconfort. Et petit à petit, ça apporte un concept qui est de plus en plus intéressant pour moi, que je travaille beaucoup en ce moment, qui est la confiance au sens très large. Et cette confiance-là permet une meilleure qualité de sommeil. Parce qu'évidemment, quand on a confiance en soi et dans la journée qui va venir, on glisse beaucoup plus facilement dans le sommeil que quand on est agité en se demandant ce qui nous attend demain.
Et j'en viens à la source principale de ce qui nous agite, c'est en général le travail. Oui. Comment est-ce qu'on fait, donc justement, si on revient à ces astuces saines pour maintenir une bonne santé mentale au quotidien, pour en fait équilibrer nos exigences de productivité avec l'importance de prendre soin de sa santé mentale? En fait, vraiment, c'est indispensable que la société occidentale prenne conscience très vite que sans bien-être au travail, il n'y a pas de productivité durable. On ne peut pas continuer à utiliser les salariés et même les entrepreneurs comme la chair à canon de la société. C'est pas possible. Il n'y a plus de guerre vraiment en Europe comme il y a pu y en avoir. Mais très franchement, notre rapport au travail s'apparente de plus en plus à une guerre dans laquelle il y a des morts par suicide, il y a des morts par épuisement et par accident de la route parce qu'on était au téléphone avec son patron ou en train d'avoir des SMS qui tombent toutes les 10 secondes. Et il y a un vrai sujet aujourd'hui de santé mentale au travail et de rapport au travail. Il faut absolument qu'on puisse défocaliser de la productivité en l'extrayant de tous les autres paramètres humains, mais qu'on puisse trouver une sorte de danse vertueuse entre notre efficacité, c'est-à-dire qu'est-ce que j'apporte au monde à travers ma force de travail et qu'est-ce que je m'apporte à moi-même. Ouais. Et donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement limiter cette petite voix qui nous dit de toujours être plus productif? C'est vraiment une petite voie éducative de société occidentale. Bon, la première chose, c'est vraiment de se connaître. Et puis ensuite, délibérément, au début, choisir d'autres façons de se dire les choses, d'analyser, de trouver des solutions. Et puis tenir, poser des limites, assumer que notre limite, elle est là et pas là. Et que ça ne peut pas bouger parce que si ça bouge, c'est moi que ça pénalise. Et je ne peux pas continuer à me pénaliser au profit de quoi que ce soit d'autre. À un moment ou à un autre, il faut qu'on prenne la responsabilité de ne plus se maltraiter et de ne plus se laisser maltraiter. Ok, donc on a une petite boîte à outils qu'on commence à avoir construit un petit peu ensemble là, sur au moins les fondements, les fondamentaux à avoir pour construire une santé mentale, un début de santé mentale plutôt saine. Donc voilà, pour résumer un petit peu, donc on avait le mouvement, l'alimentation, le fait de travailler pour soi, donc dédier du temps pour soi, les gratitudes, on en a parlé, on a parlé un peu de méditation aussi, et enfin ce dernier point du coup qui est vraiment centré sur le travail sur soi et la connaissance de soi avant tout, pour poser des limites dans le travail notamment. Et les relations qualitatives aux autres. Oui, et exactement. l'utilité. L'utilité, exactement. Merci beaucoup Ariane Calvo. Je vous en prie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.